On a capitulé face aux États-Unis, là? Oui. Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. Le dernier qui a résisté, à mon avis, c'était François Mitterrand. Le fondateur de notre indépendance, il faut le dire, c'est De Gaulle. Avec la dissuasion tous azimuts. Aujourd'hui, tout ça, ça paraît être du passé. Beaucoup de gens ne se rappellent même pas que ce débat a eu lieu. Mais à l'époque, tous azimuts, général, vous n'y pensez pas. Comment tous azimuts? Nous n'avons qu'un ennemi. Dans la guerre froide, ce sont les Russes. Elle lui disait non, c'est tous azimuts. Un jour, à une conférence de presse, un journaliste revient là-dessus. Alors, est-ce que vous êtes toujours sur la position tous azimuts? Et alors, il répond, il dit oui. Et il dit, et depuis que j'ai pris cette position, je ne vois pas que les choses aillent plus mal. Bon, ce qui était sa façon à lui d'essayer de faire baisser la tension vis-à-vis d'un mot qui était énorme, qui était de dire que, a priori, tout le monde pouvait être un adversaire des Français s'il contrevenait à ce que les Français ont décidé. Et qu'ont décidé les Français, qu'on ne peut pas leur toucher un seul cheveu sans qu'ils rendent un coup majeur, et deuxièmement, que l'Europe n'est pas un théâtre d'opérations militaires. Voilà. Pourquoi je dis que... Alors ça, c'est la grande tradition. Là-dessus est arrivé... Bon, différents présidents n'ont rien changé à ça. Et je dis, le dernier qui ait posé des actes de résistance qui sont assez forts, finalement, il me semble que c'est François Mitterrand, notamment au moment où il refuse l'installation de ce qu'on a appelé les missiles à roulettes. Alors ça voulait dire qu'on les déplaçait, hein, les missiles. Parce qu'ils avaient une portée de 450 à 500 km, ce qui veut dire que vous preniez un compas, on comprenait pour qui c'était. Ça ne pouvait fonctionner qu'en Europe et contre un autre pays européen. Or, notre position, c'est on ne se bat pas en Europe. Et quiconque veut se battre en Europe aura affaire à nous, les Français, parce que nous sommes une grande puissance. Alors, la prémisse de départ, c'est que nous sommes une puissance. Si on considère qu'on est juste un petit machin là au milieu, bon, n'en parlons plus. Mais moi, je continuerai à penser que nous sommes une puissance. Et la trahison s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, on a eu un président qui était intimement convaincu de l'atlantisme, que Sarkozy. C'était sa conviction. Personne ne peut dire qu'il a été pris par surprise. Je me rappelle d'un dirigeant socialiste qui ensuite a changé de camp, comme beaucoup d'autres, M. Besson, qui avait traité Sarkozy en disant « Sarkozy l'Américain ». Nicolas Sarkozy adore les États-Unis, il allait à New York, il courait dans les rues, enfin bref. Ce qui était une attitude inconnue des dirigeants français. Et puis est arrivé pire derrière, c'est François Hollande. Personnage gélatineux, à bord flou, et donnant toujours l'impression de se moquer de tout et de tout le monde. Mais qui posait des actes, et qui a commencé, le premier acte qu'il a posé après son élection, a été d'aller à la convention de Chicago de l'OTAN. Et là, il a accepté l'installation de missiles antimissiles, dont on nous disait à l'époque qu'ils étaient destinés à contrer les missiles qu'éventuellement les Iraniens allaient nous tirer dessus. Lesquels Iraniens n'avaient pas de missiles, mais ça n'avait l'air de déranger personne, et surtout qu'on aille installer en Pologne des missiles pour répondre à des missiles iraniens n'avait non plus l'air... Bref, on s'est foutu de tout le monde. Mais maintenant, la décision a été prise. Et ces missiles vont être installés. Ça, parce que Hollande a signé. Et il est sorti avec son air, m'as-tu vu, là, en disant « mes réserves ont été entendues ». En matière militaire, il n'y a pas de réserve. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ça n'existe pas. Des réserves à propos de l'installation d'une batterie antimissile. Qu'est-ce que ça peut bien être que ces réserves? De dire « on ne tirera qu'après avoir demandé mon avis ». Mais Hollande est un personnage totalement inconsistant en matière de défense, parce que vraisemblablement il n'y connaît rien. Je ne sais pas s'il a amélioré son niveau. Mais je me rappelle d'une fois où nous étions socialistes, lui et moi, et on fait un meeting dans le Pas-de-Calais, pas un meeting interne, on votait pour le Congrès. Et voilà qu'au milieu, il était là dans un délire européiste habituel chez ce genre de personnage. Et il dit, il faut que nous fassions déjà l'Europe de la défense, qui ensuite est devenue pour lui la raison principale de l'Europe. Hein. La raison d'être, c'est l'Europe de la défense pour François Hollande. Et donc, y compris la question du nucléaire se trouve posée. Pour Macron aussi, hein, l'Europe de la défense. Oui, oui, oui. Mais on va venir à Macron après, parce que dans le domaine des idioties, chacun apporte sa contribution singulière. Mais là, je vous parle de Hollande, je termine, je vous promets de ne pas être long. Et donc, je tape sur la table comme ça, et je dis, attends, stop. Alors, bon, petit moment, je dis, tu veux dire qu'on met la dissuasion nucléaire en commun? Et il commence par faire
Genre, pourquoi pas? Et je lui dis, mais t'es fou, toi. On ne met pas 28 doigts sur un bouton, on ne fait pas une réunion avant. Il te reste 2, 3, 4, 5 minutes pour décider ce que tu fais. C'est une responsabilité horrible, hein. Je ne dis pas que je... Vous êtes capable de la prendre, cette responsabilité? Mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc, de l'évaluation qu'on a à faire. Bon, maintenant, ce que je sais, comme tout le monde, c'est que la dissuasion, c'est une arme posthume. Hein. C'est-à-dire que le temps que vous la mettiez en œuvre, vous êtes mort. Bon, voilà, c'est comme ça. Il faut espérer que personne ne fasse jamais ça. C'est la raison pour laquelle les Français, au lieu de pousser à la roue et d'applaudir tout ce que font les Américains, doivent mettre le pied sur le frein. En particulier, quand les Américains ont rompu le traité avec les Russes, figurez-vous que maintenant, on est moins bien protégé qu'on était du temps de l'Union soviétique. Est-ce qu'on peut encore mettre le pied sur le frein? Ah ben, c'est toute une stratégie. Il faut faire beaucoup de choses en même temps. Il ne faut pas rester là à regarder le bout de ses chaussures et à attendre la suite. Hein. On peut aussi bouger, discuter, aller voir l'un, aller voir l'autre, essayer de se comprendre avec beaucoup de monde en Europe. Parce que qui a intérêt à ce que l'Europe se transforme en un champ de bataille? Qui? À qui ça peut convenir un truc pareil? À personne, sauf aux Américains, parce que c'est loin de chez eux. S'il y a quelqu'un qui peut supporter une frappe nucléaire, c'est ceux pour qui ce n'est pas un argument définitif. Il n'y a que 2 ou 3 pays au monde qui sont dans cette situation. Les Nord-Américains, parce que leur territoire est immense, et qu'ils comptent bien que la bagarre commence ailleurs. C'est-à-dire, en l'occurrence, pendant longtemps, chez nous. Quand c'était d'un côté le camp socialiste, de l'autre côté l'Ouest, outre que l'Ouest avait tellement peur que ça donnait des avantages sociaux, mais enfin, l'Est était à 48 heures de Paris. Maintenant, le deuxième pays qui peut supporter ça, c'est la Chine. C'est une raison physique, parce que l'étendue du territoire... La Russie aussi. Hein. J'y viens, j'ai dit, il y en a plusieurs. C'est soit le nombre, soit l'étendue du territoire. Le nombre vaut pour l'Inde et pour la Chine, l'étendue du territoire vaut pour la Russie, en plus du nombre, mais le nombre est moins décisif en ce qui concerne les Russes. Par conséquent, fondamentalement, personne n'y a intérêt. On doit donc s'attendre, en tout cas les Chinois n'en veulent pas. Personne ne veut, dit-on officiellement, de la guerre, mais il n'est pas sûr que les États-Unis aient une culture de la paix. Je sais que ça choque que je dise ça. Mais les États-Unis, en 229 ans d'existence, ont 220 années de guerre. Permanente. Citer une guerre hors de ces frontières de la Chine au cours du siècle dernier. Il n'y en a pas. Les Russes ont été envahis. Ils n'ont envahi personne. À part nous, après qu'on les ait envahis. Donc ça, c'est le 18e, le 19e siècle, un peu au début. Donc, par là, je veux dire qu'il n'est pas vrai qu'on soit dans une situation où on ne peut peser sur rien. Parce qu'il y a plein de gens qui ont intérêt au désarmement. Et nous, on doit pouvoir dire, ben oui, nous sommes d'accord pour le désarmement, notamment le désarmement nucléaire. Alors que toute notre dissuasion repose là-dessus. Mais évidemment que la discussion ne commence pas par le fait de combien les Français vont enlever. La discussion commence par combien vous, qui êtes les plus puissants, vous allez enlever. Et puis deuxièmement, quels accords on passe. Des détails qui passent inaperçus du débat public en France et du débat politique. L'abolition du traité sur les missiles dont je viens de vous parler, de 450 à 5000 km, ça a une conséquence. Et c'en a une... Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi Trump sort? Parce qu'il pense que la stratégie à la Reagan va fonctionner à nouveau, c'est-à-dire mettre une pression sur la Russie telle qu'elle ne pourra pas suivre, et que donc elle cédera en route. Mais il y a de sa part une méconnaissance du mécanisme particulier de l'économie de guerre dans une économie capitaliste et dans une économie socialiste. Dans une économie socialiste, tout ce qui est mis dans l'armement épuise la matrice productive. Dans une économie capitaliste, c'est le contraire. Tout ce que vous mettez en armement, bah, c'est de la production, c'est du PIB, c'est de l'emploi, et peu importe à quoi ça sert. Et de temps à autre, on vide les caisses, on vide les soutes, et on va bombarder tel ou tel pays pour lui balancer tout ce qui reste, et qui ne marche plus très bien. C'est ce que les Américains ont fait avec la Syrie. Mais je reviens à la question des missiles intermédiaires. Mais bien sûr, je vois que vous souriez, mais demandez-vous... Je souris par rapport à ce qu'ils ont balancé en Syrie. À la Syrie. Mais bien sûr, demandez-vous, vous vous souvenez à chaque fois qu'ils intervenaient, nous avons tiré 500 Tomahawk. Il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un missile Tomahawk. C'est un machin qui fait plusieurs mètres de long, qui vaut une somme folle. Alors donc, on tire 500 Tomahawk et la guerre continue après comme si de rien n'était.
Ça veut donc dire qu'on a balancé ce qu'on préférait balancer que de démonter ou de désarmer. Je vous dis ça juste pour le sourire, mais pas que pour le sourire. Parce que quand ils ont balancé tout ça, les autres ont répliqué avec des missiles SAM, sauf pas le 400, jusqu'au 200. Alors, eux, ils disent, c'est les Russes qui disent ça, mais on va voir si c'est vrai ou pas, c'est autre chose. Ça, les militaires français doivent le savoir. En attendant, je dis, il y a une conséquence. Ils annulent un traité sur les missiles. On peut dire, bon, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Parce que le résultat, ça n'a pas été ce qu'a cru M. Trump, ni son prédécesseur, à supposer que les présidents américains décident quelque chose en dehors de la bonne volonté des différents services de ce pays. Mais vous parlez de l'État dans l'État, l'État profond. Oui, État qui fait système. On peut y revenir dans un instant, je termine juste. Pendant la guerre en Syrie, les Russes ont fait un exploit militaire. Ils ont tiré un missile depuis la mer Noire qui a frappé une cible en Syrie. C'est-à-dire qu'on est là à nouveau sur plusieurs milliers de kilomètres. Alors, si l'oncle Sam pensait qu'en faisant peur, il empêcherait les Russes de produire le matériel qui leur permet d'être à la hauteur des nouvelles conditions politiques, c'est un échec total. Donc, la raison veut qu'on fasse à nouveau des propositions de désarmement. Y en a-t-il sur la table? Oui, il y en a une. C'est les Chinois qui l'ont faite pour le désarmement nucléaire multilatéral. Ils l'ont fait à l'ONU. Ça nous amènera sur le sujet de la place de l'ONU, si on parle de ça, et pourquoi, à mon avis, ça doit être l'instance de référence pour les Français. La seule régulation internationale qu'on peut admettre, c'est celle de l'ONU, dont je rappelle à chaque fois que l'occasion s'en présente, qu'elle comporte un commandement militaire intégré, qu'il n'y a donc aucun besoin particulier d'avoir un commandement militaire intégré de l'OTAN, qui est tout autre chose, qui nous transforme en supplétif de l'armée américaine. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'attire l'attention sur le fait qu'on est à nouveau dans une escalade de l'armement. Et que dans cette escalade, ceux qui servent d'aliment sont les plus irresponsables. Je veux citer les pays baltes, qui ont une haine dont on peut comprendre les motivations, absolument russophobe, délirante, à qui nous accordons beaucoup trop de crédit, parce que nous faisons semblant de croire que la Russie a l'intention d'envahir quelqu'un. La Russie n'a naturellement l'intention d'envahir personne, parce qu'on ne voit pas en quoi son intérêt serait impliqué dans de telles invasions, en particulier des pays baltes. Alors, on suit ces gens-là, et même nous, Français, nous avons du matériel et des armes, ce que les Français ne savent pas, parce que personne ne leur en a jamais parlé, ni consulté, ça va de soi. Et pour la première fois depuis 300 ans, il y a des soldats français à la frontière russe, avec une cinquantaine de chars, avec une centaine de pilotes qui se répartissent entre pays baltes et Pologne. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde, ne sert à rien, sinon qu'à provoquer. Il est évident que si le moindre conflit éclatait, tous ces gens-là seraient morts en moins de temps qu'il leur faut pour se rendre compte du fait que le conflit a commencé. Et ce sont des provocations inutiles. De la même manière qu'à plusieurs reprises, les bateaux français sont entrés dans la mer Noire, les bateaux militaires, où ils n'avaient rien de particulier à faire dans les moments de tension entre la Russie, l'Ukraine, ce qui était une manière de positionner par rapport à la Crimée que les Français allaient faire quoi? La guerre aux Russes? Tout ça est absurde. Alors, toutes les élites... Est-ce que pour vous, c'était une façon de faire allégeance aux États-Unis d'une façon publique? Ah oui, mais j'ai évoqué Hollande. On peut supposer que c'est parce qu'il n'a aucune idée sur la question. Encore que sa culture profonde, c'est un clintonien, Hollande. C'est un clintonien de la première heure. Que dis-je? De la première seconde. C'est moi qui ai retrouvé les textes de M. Hollande de l'époque, 83, où il embraye sur le groupe Clinton, qui était à l'époque, n'était pas encore majoritaire au Parti démocrate. Parce qu'à l'époque, Hollande avait écrit un article avec d'autres, en 1983, où il disait, pour être moderne, soyons démocrates. Et il tenait des propos qui étaient absolument insupportables à l'époque, qui le sont toujours pour moi aujourd'hui, mais qui passent inaperçus. Puisqu'on était en pleine période du programme commun, de l'alliance avec les communistes, et il racontait toute une série de sornettes qui ensuite sont devenues publiques, puisque c'était le programme de Clinton, le mouvement démocrate ou socialiste est un mi-chemin entre l'entreprise et les travailleurs, blablabla, enfin tout ce truc qui a servi de véhicule au néolibéralisme. Donc, ça a été ça pour Hollande. Quant au président actuel,
je vais en profiter pour vous dire une ou deux choses, parce que son attitude est celle d'un atlantiste. Il n'y a rien dans ce qu'il fait qui ne soit pas atlantiste. Aujourd'hui, il a dit que la Russie devait rester au Conseil de l'Europe. Mais, encore heureux, la Russie fait partie des fondateurs. Quelqu'un a l'intention de demander l'exclusion de la Russie? Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de déclaration? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fout au commandement intégré de l'OTAN? Pourquoi on donne raison systématiquement à n'importe quel olibrius qui, au nom de l'Ukraine, montre les dents aux Russes? Quel est le sens de cette politique? Pourquoi est-il systématiquement aligné sur les États-Unis d'Amérique? Pourquoi a-t-il pris cette position grotesque sur le Venezuela, sinon pour être d'accord avec Trump? Parce que Venezuela et Cuba, c'est le ticket d'entrée au club. Il faut cracher dessus, ou remuer ses petits biscottos, et à ce moment-là, allez, on est de la famille. Hein. Et voilà comment la France se trouve embarquée à aller soutenir un putschiste qui n'a rien dans le ventre, qui est M. Guaido, dans une situation aberrante au Venezuela. Pour le reste, je passe le fait que de capitulation en capitulation, eh ben à la fin, vous êtes un pays vassal. Nous sommes un pays vassal des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique ont décidé que leur législation s'appliquait de manière extraterritoriale. On parle du dollar et ainsi de suite. Ah bah attends, c'est pas rien. La loi M-Burton, plus le fait qu'il l'a durci maintenant, notamment par rapport à Cuba, et tous les caniches ont dit oui. Comme ils ont commencé par se coucher sur la question de l'Iran, quand l'accord a été signé avec les Iraniens, la diplomatie française a joué un bon rôle là-dedans. Hein, il faut lui reconnaître ça. C'était Fabius, qui était le ministre des Affaires étrangères. Ça a été très dur à obtenir. Il y a eu un accord. Bon, l'Iran s'engageait à ne pas avoir d'armement nucléaire et un certain nombre de garanties ont été discutées. Bon, alors on n'est jamais sûr de rien, bien sûr, mais il vaut mieux un processus de désarmement qu'un processus d'armement. Arrive M. Trump, qui, en lien étroit avec le gouvernement d'extrême droite en Israël, décide que non, on va passer ça par-dessus bord. Alors, je comprends que les gouvernements d'Israël soient extraordinairement méfiants à l'égard de l'Iran. Hein. Je ne vais pas dire qu'ils ont tort, parce que les gouvernements iraniens tiennent des propos à propos d'Israël qui sont une menace de mort pour ce pays. Il y a des gens qui sont pendus, des femmes qui sont pendues... Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, parce que ça, on me l'a déjà fait pour l'Afghanistan. On allait libérer l'Afghanistan. Résultat, on s'est retrouvé à approuver la charia, une constitution qu'on a mis au point avec tous les curés du coin, et il n'y a absolument rien de changé. Donc, de grâce, ne mélangeons pas tous les sujets. Là, on parle de choses qui concernent les relations internationales, et nous n'avons ni amis ni ennemis, nous n'avons que des intérêts. Hein. Et nos intérêts nous conduisent à dire que nous devons plutôt préférer un accord de désarmement avec l'Iran et le fait qu'il renonce au nucléaire que le contraire, qu'est le bras de fer que les États-Unis d'Amérique ont organisé contre l'Iran. Je suis persuadé que le peuple iranien trouvera, sans M. Trump, les voies de sa liberté et de son émancipation. D'accord ? Pour ma part, je n'ai jamais, pas un seul jour, approuvé le régime des mollahs. J'ai même eu l'honneur de faire partie des gens qu'ils considéraient comme des ennemis. D'accord ? Parce que quand l'imam, je crois qu'on l'appelait comme ça, Khomeini, était à Nofle-le-Château, il y avait des organisations de gauche qui faisaient le service d'ordre du libérateur de l'Iran. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Aucun régime théocratique ne me convient. Et quelle que soit la soutane, les curés n'ont rien à faire en politique. Ils s'occupent de la foi, de la gestion de la foi, de la religion, c'est leur affaire, mais en politique, non. Personne, où que ce soit, quelle que soit la soutane. Ça vaut aussi bien pour le Dalai Lama que pour l'imam Khomeini. Vous avez